bienvenue au Popcorn Club, le podcast liégeois où on parle cinéma avec des amoureux de pop culture. Moi, c'est Vincent Todini. Et moi, c'est Caroline Poisson. Chaque mois, un sujet, 2 invités et à manger. Vincent, tu fais péter le popcorn ? Et bien voilà, aujourd'hui, on a le plaisir. Alors déjà, merci d'avoir cliqué sur cette vidéo, sur ce lien de podcast. Alors évidemment, si vous avez cliqué, vous savez déjà en fait de quoi on va parler. On va parler de dinosaures aujourd'hui, puisqu'on va parler de Jurassic Park. Et pour ce faire, on a le plaisir de recevoir Katia, qui est déjà venue une fois. Voilà, bonjour Katia, qui est venue nous parler une première fois des thématiques sous-jacentes à Harry Potter. Ce coup-ci, va venir un petit peu nous parler de ce qui se raconte en fait dans Jurassic Park. Et on a aussi le plaisir de recevoir Valentin, qui est paléontologue et qui va nous parler un petit peu de l'aspect un peu plus scientifique, parce que de science, en fait, on en parle dans Jurassic Park, n'est-ce pas, Caro ? Oui, mais on ne parle pas que de ça. Pour moi, Jurassic Park, c'est l'histoire d'un petit garçon qui avait un rêve, le rêve d'un cirque de puces, sauf qu'il n'a pas trop mesuré qu'avoir un parc à dinosaures et un cirque de puces, c'était pas vraiment la même gestion. Et pour vous, c'est quoi Jurassic Park, Katia ? Ça parle de quoi ? Ça parle de quoi, Jurassic Alors Park ? attention, vous avez 2 heures. Ma vision de Jurassic Park, c'est que ça parle de la société capitaliste et de la domination qui sont vraiment incapables de protéger les enfants de la violence, et que seule l'entraide et la famille vont pouvoir nous aider à survivre. Ok. Wow. Alors, ça, c'était pour le concours de Miss Monde. Non. Et la paix dans le monde. Un monde en paix. Absolument. Un monde en paix. Mais vous allez voir, ça se retrouve dans plein de facettes. Donc, alors, Jurassic Park, tout d'abord, un roman. Valentin, ça raconte quoi pour toi ? La vision que j'en ai maintenant, c'est plutôt le fait d'essayer de jouer avec l'évolution, et ça n'a pas bien fonctionné. C'est parfois un peu, on peut voir des parallèles qu'on va en faire, qu'on essaie d'introduire des espèces quelque part, ou alors de modifier la façon dont elles vont pouvoir se comporter. C'est très très difficile en fait. Et finalement, si on mixe les deux, le côté évolution, science et le côté capitaliste, et mes puces, s'il te plaît. On a les puces, on a l'idée, même si c'est un but noble de dire je veux retrouver un rêve de jeunesse, il y a quand même l'idée de l'exploitation d'une science et de la nature, les deux ensemble. A-t-on le droit de faire ça ? Un but de profit, en fait, Absolument. et uniquement de profit. Mais pour recontextualiser un petit peu, donc Jurassic Park, pour les deux du fond, à nouveau, les mêmes qui dorment toujours. Jurassic Park, au départ, c'est un roman de Michael Crichton. Michael Crichton, qui à ce moment-là n'est pas à son coup d'essai, c'est déjà un auteur reconnu. C'est en 1990 qu'il sort ce roman. C'est aussi quelqu'un qui, l'air de rien, est déjà aussi passé par la réalisation. Donc, il y a, je crois, l'idée aussi dans ses romans que c'est très cinéma compatible, en fait. Mais c'est déjà très bien décrit dans le roman. Quand tu lis le roman, c'est déjà, tu sens déjà la jungle, quoi. Et c'est réel, non ? Parce que est-ce que ce n'est pas un roman de Michael Crichton qui a aussi donné lieu à Urgence ? Non, c'est pas. En fait, c'est Michael Crichton et Spielberg avaient déjà bossé ensemble pour lancer Urgence. Voilà. Ils avaient déjà l'idée en tête. Une écriture vachement cinématographique. Mais par contre, pour revenir dans son début de carrière, il y a déjà quelque chose qui préfigure un petit peu des thématiques qui font traiter dans Jurassic Park. On fait un petit point là-dessus, puis on peut passer à la suite. Mais en gros, Michael Crichton, c'est aussi un réalisateur qui a réalisé un film qui s'appelle Monde Ouest, en version originale Westworld, que vous connaissez peut-être pour la série HBO. Oui. Quel talentueux bonhomme. En avance sur son temps. Et qui, en gros, les thématiques de ça, c'est à nouveau l'idée, on exploite la science dans le but de faire un parc d'attractions, puis évidemment, c'est un parc d'attractions avec des robots. Les robots, à un moment, se rebellent. Ça donne Monde Ouest, dans lequel il y a une révolution des robots, des gens morts, et en fait il y a déjà un petit peu quelques thématiques qu'on retrouve dans Jurassic Park. Totalement. Vous le reconnaissez dans ce roman-là. Et puis alors, en 1993, on appelle Spielberg parce que je ne sais plus quel studio maintenant avait Universal, donc avait les droits. Donc a appelé Spielberg. L'idée c'était de faire une adaptation du roman, et ça a eu évidemment le succès qu'on lui connaît, la révolution des effets spéciaux qui s'est opérée à ce moment-là, notamment via les effets spéciaux numériques. Parce que, je vais préciser un petit peu tout ça maintenant, mais en gros, la grande question sur la production de Jurassic Park, ça a été comment on va montrer les dinosaures, comment on va faire. Il y a eu beaucoup de marionnettes mécaniques qui ont été conçues pour le film, mais à côté de ça, ils avaient fait venir un artisan, un maître de la stop motion de l'époque, qui était Phil Tippett,
accompagné d'une équipe, hein, donc lui qui était passionné de dinosaures et qui avait énormément développé la technique du stop motion au point de créer de nouvelles techniques pour montrer les dinosaures. Sauf qu'en parallèle, il y avait des recherches qui se faisaient vis-à-vis des effets spéciaux numériques. Et Spielberg, pendant très longtemps, n'a pas su vers lequel se pencher. À un moment, les effets numériques ont littéralement supplanté. Il s'est dit, c'est incroyable en fait la façon dont tu arrives à me représenter les dinosaures, à tel point qu'en fait, on a dit à Tippett, bah, c'est fini, en fait, on n'a pas besoin de ton boulot, c'est terminé. Et en réalité, je crois qu'il a même dit quelque chose du genre bah voilà, ma profession, elle est éteinte. Une réplique qui est restée dans le film, d'ailleurs. Quand il dit bah, qu'est-ce que ça vous évoque, Alan Grant, ce parc, il dit bah, j'en dis que je suis au chômage. Oui. Et il y a Ian Malcolm qui se retourne et qui dit vous voulez dire vous êtes éteint, en fait. Oui. Et en fait, tout ça, c'est des choses qui se sont passées en pré-production. En tout cas, c'est clair qu'en revoyant les films, 30 ans plus tard presque, on n'a pas l'impression que ça a vieilli. Non. C'est ça. On n'est pas choqué par les effets spéciaux comme on pourrait avoir un décalage avec certains films. Revoir Jurassic, voilà exactement, et il y a une espèce de nostalgie comme ça où on se dit oh bah ça fait partie de la magie de l'enfance où on y était à fond. Et Jurassic Park, en les revoyant là, je me suis dit mais en fait ça n'a absolument pas vieilli. Mais techniquement c'est quand même hyper impressionnant, et je trouve qu'on parlera pas de Jurassic World aujourd'hui, mais je trouve que quand tu vois Jurassic World, j'y crois moins que dans Jurassic Park. Il y a ce côté je sais pas, tu les sens respirer, quoi, tu vois. Alors pourquoi Alors, bah, c'est une très bonne réflexion. Déjà. Exactement. Il y en a beaucoup plus. En réalité, le nombre d'images dans le film où on voit des dinosaures en images de synthèse, il y en a très peu. Il y en a très peu. Elles servent en fait à combler les blancs où il faut du plan d'ensemble. Il faut montrer le dinosaure en entier. À un moment, le spectateur vient pour ça. Ça sert à combler. En fait. Exactement. Mais en réalité, quand on voit le Triceratops en train de respirer, j'allais parler du Triceratops. C'est tout ça, c'est réel. Tu le vois, tu vois les acteurs. Je pense que j'ai pleuré à cette scène, comme dans un peu tous les films que je vois, mais je pense que j'ai pleuré quand j'ai vu ce Triceratops. Mais revenons un peu justement quand on a découvert Jurassic Park quand on était petit. Enfin, Vincent, t'étais un peu, je sais pas à quel âge toi tu l'as découvert, t'es un peu plus jeune que nous. Il était déjà sorti depuis un petit moment, mais j'étais vraiment petit quand j'ai découvert. T'étais petit. Oui. Parce qu'ici Valentin, Katia et moi, on est exactement de la même année. Et donc on peut le dire, on avait donc. Moi j'avais 8 ans. On avait 8 ans quand Jurassic Park est sorti. Et je me souviens, je me revois dans le couloir de mon école primaire il s'appelait Quentin. Quentin, si tu nous écoutes, Quentin est arrivé le lendemain de la sortie de Jurassic Park et il a dit j'étais voir Jurassic Park, ça faisait super peur. Et moi j'étais dans ce couloir hyper impressionnée. À l'époque j'avais pas encore ma grande passion maintenant pour les films d'horreur et l'horreur, etc. Mais à ce moment-là il me parlait de ça. Pour moi c'était le film d'horreur. Je me demandais même mais comment est-ce qu'on l'a laissé entrer dans la salle? Est-ce qu'un jour je vais oser regarder Jurassic Park? Et je n'ai pas osé aller voir au cinéma. Je pense pas que je l'ai vu au cinéma non plus. Je pense que je l'ai vu en cassette vidéo chez moi. Et toi Valentin, tu l'as vu au cinéma? Au cinéma. Toi, t'es déjà passionné? Oui, j'adorais déjà les dinosaures et la paléontologie. Alors, c'est vrai que quand c'est sorti, mes parents n'ont même pas perçu ça comme un film d'horreur. C'était un truc de dinosaures et on dit on va y aller. Je pense pas que c'était pas présenté comme un film d'horreur, c'était vraiment présenté. C'est un film d'aventure. Spielberg a vraiment enlevé toute l'horreur qu'il y avait dans le roman. Dans le roman qui était beaucoup. Et même dans les personnages, je pense. John Hammond, notamment. John Hammond, au départ, c'est un horrible bonhomme. Et qui limite se débarrasse de ses petits-enfants pour qu'ils aient quelque chose à faire pendant qu'il traite ses affaires. Ici, déjà, ils prennent l'acteur du remake de Miracle sur la 34e rue, donc t'as envie de dire bon. En fait, Richard Attenborough, splendide, qui est en fait réalisateur. Oui, c'est le réalisateur de Gandhi et c'est un bon pote de Spielberg en fait, pour qui il a beaucoup de respect dans son travail. Il a une tête de bonhommet comme ça, c'est un peu une réplique, il y a un peu aussi l'image du self-made man qu'ils ont repris autant pour le personnage que Spielberg qui se reconnaît un peu dans ce personnage. Mais il s'en sort bien quand même comme personnage, parce qu'on peut se dire quand même que effectivement il voulait un cirque de puces, mais voilà, il a donné en chair à pâté quand même. Donc plein de gens. Je me rends compte qu'en fait on n'a pas forcément résumé en fait. Non, mais en plus on a coupé Valentin qui parlait de ses parents qui l'emmenaient au cinéma. Donc... Il n'y a pas de problème. Oui. on s'emballe. Mais donc oui, tu l'as vu quand tu étais petit. Oui, c'était vraiment super parce que ça a lancé la Dinomania finalement. Exactement. Et là, j'avais quelques livres avant. Après ça, c'était l'explosion à la maison. Il y avait des dinosaures partout. J'avais des livres. Il y avait plein de choses. Et donc c'était super pour en apprendre plus. Ouais, c'était génial. Et tu savais dès le départ que tu voulais être paléontologue? Oui. Depuis que j'avais 6-7 ans, je crois. Merveilleux. C'est dingue, quoi. Waouh. On va en apprendre plein aujourd'hui parce que j'ai vraiment des questions. Donc, on va rester sur Valentin, mais d'abord je vais juste résumer un petit peu en fait ce qui se passe dans le film parce qu'on ne sait jamais s'il y a des gens qui ne connaissent pas Jurassic Park ou ne se souviennent pas tout à fait. En gros, c'est très simple. Regardez-le 3 fois ce soir. Voilà, c'est ça. C'est en fait l'histoire d'un
d'un riche industriel qui parvient via des procédés scientifiques pointus, très pointus, généralement on parle de biologie et de recherche génétique, etc., à recréer des dinosaures pour les mettre dans un parc d'attractions et en gros les exploiter, comme tu le disais. Mais bon, l'argument du film, tel que c'est représenté dans le film, c'est je veux refaire vivre les sentiments de jeunesse que j'avais en voyant le cirque à puce, etc. Sauf qu'évidemment, vouloir exploiter une nature aussi violente, chaotique, parce que la théorie du chaos est très importante, véhiculée par le personnage de Ian Malcolm, on ne peut pas la contrôler comme ça. Et évidemment, ce qui doit arriver arrive. Il y a une catastrophe, on n'arrive pas à garder les dinosaures enclavés. Et voilà, en se libérant, il crée une catastrophe, il y a des morts, ça devient un film d'aventure / un peu film d'horreur aussi. Et alors là, le gros argument scientifique, c'est si on arrive à faire ça, c'est parce qu'on retrouve de l'ADN des dinosaures dans des moustiques qui seraient pris dans la sève. Qu'est-ce que c'est que ça? Valentin, est-ce que c'est plausible? C'est possible? Est-ce que Leon Muns va nous Surtout faire... que régulièrement, il y a des articles à sensation qui sortent en disant on a retrouvé un moustique, on va pouvoir faire Jurassic Park. Fais-nous rêver. Est-ce que je peux dire que c'est pas possible? Non. Si. Mais Katia, elle n'a pas trop envie d'avoir des dinosaures. C'est-à-dire que les choses qui vont se fossiliser, c'est souvent ce qui est minéralisé dans notre corps, ce sera les os, ou alors la carapace ou une coquille, par exemple, ce qu'on appelle les tissus mous, donc les muscles, les yeux, tout ça. Ça ne tient pas longtemps, ça pourrit assez vite. Et alors parfois, il peut y avoir des traces de sang, mais l'ADN se dégrade super vite. Et même parfois, en 200, 300 ans, il n'y a plus d'ADN qui est utilisable. Donc là, le maximum qu'on ait réussi à extraire comme ADN, c'est du mammouth. Il y a quelques milliers d'années. On pourrait refaire des mammouths? Oui, tout à fait. Trop cool. Enfin, c'est mieux, Mais non? plus que ça, Un c'est mammouth dévoreur impossible. d'enfants. Ah oui, et donc et cette sorte de mixer de l'ADN avec de l'ADN de crapaud et de machin pour que ça puisse se féconder soi-même. Enfin, moi, ce bazar, quand j'étais petite, je trouvais ça hallucinant, quoi. Oui, c'est Maintenant, je hallucinant. comprends un peu mieux quand on... Mais c'est vrai que là aussi, il y a pas mal d'animaux qui sont actuels et qui sont beaucoup plus proches des dinosaures que les crapauds. La différence entre ces lignées-là, elle remonte à... Genre 300 millions Pogona à la d'années. maison, je peux te dire qu'elle ressemble très très fort à un dinosaure. Hein. Mais oui, et toi, Katia, t'y croyais quand t'étais petite? Tu pensais que... Évidemment, j'y croyais. Je voulais regarder de loin le parc. De loin, oui, c'est ça. Moi, j'en rêvais. Je ne sais pas si vous avez vu pour l'instant sur Netflix, il y a La Colo du Crétacé, qui est un dessin animé suite de Jurassic World où des enfants vont au parc. Moi, j'en rêve, quoi. Tous les jours, je me dis, ce serait trop bien. C'est ma bouteille d'eau, c'est pas grave. J'ai jeté dedans. Mais donc, oui, par rapport à ces points scientifiques, il y a plein de choses qu'on a envie de savoir au fur et à mesure par rapport aux dinosaures. Mais Katia, ton point de vue m'intéresse quand même. Hein. Sur Jurassic Park. Sur Jurassic Park. Mais finalement, sur ce que ça raconte et sur l'idée que... moi, c'est vraiment ce que j'ai noté en fait en me disant mais c'est quoi la thématique de Jurassic Park? Et je crois qu'il y a cette phrase de Ian Malcolm qui dit en fait la vie trouve un chemin. La vie trouve toujours un chemin. C'est certain. Et j'ai vraiment l'impression que c'est un peu ce qui va sous-tendre l'idée du premier Jurassic Park et qu'à un moment, il y a plein de ça doit arriver. Hein. Oui, c'est vrai qu'il y a plein de punchlines, donc c'est difficile. J'ai dépensé sans compter. Avez-vous prévu d'avoir des dinosaures dans votre parc à dinosaures? Alors, non, monsieur, je suis vais dire végétarienne. que mes intuitions ne sont pas venues du ciel. J'ai été titillée, donc avant que vous m'invitiez à venir parler de Jurassic Park, j'ai été titillée par l'hypothèse d'une script doctor qui s'appelle Kim Wieland, qui a écrit plein de bouquins de dramaturgie sur le parcours des personnages, des protagonistes dans les histoires. Et il y a différents schémas dramaturgiques, et dans le schéma de changement positif, qui est celui qu'on connaît le plus, elle prend par exemple Alan Grant comme exemple. Okay. Parce que Jurassic Park, je vais parler d'abord du 1, peut sembler choral, parce qu'il y a plein de personnages et qui sont tous très très construits et qu'ils ont tous une arche, mais le protagoniste réel, pour moi, de Jurassic Park, c'est Alan Grant. Parce que c'est le personnage qui va subir la plus grande transformation. Exactement. Et c'est absolument génial quand elle dit, voilà, la transformation de Alan Grant, c'est qu'au début, en gros, il ne supporte pas les enfants. Il ne supporte pas la technologie. Les gens. Il n'aime pas le futur. C'est un personnage qui est tourné vers le passé et qui l'idéalise. Ce qui a commencé à J'ai commencé à me focaliser sur la présence des enfants dans Jurassic Park. Qui est importante. Hein. Et qui est... Mais en fait, à chaque fois, il y a un enfant dans l'histoire. Tout à fait. Que ce soit J'allais y venir. comme enjeu,
comme sidekick, ou bien alors tout simplement dans le décor, en l'entrée, en sortie. Vraiment, il y a des enfants partout. Jurassic Park, c'est une histoire de famille. On a au début Alan Grant qui refuse la famille. Lui, sa famille, au final, ce sont les dinosaures. Quand il arrive sur l'île, il est sceptique, il est plutôt neutre. On a d'un côté Malcolm qui dit que la vie trouve toujours son chemin. De l'autre côté, Ellie qui se dit on va voir ce qui se passe et on va en profiter pour regarder tout ça. Et Alan, il est plutôt neutre et un peu sceptique. C'est un personnage très sceptique du début à la fin. Et son aventure va le mener à s'occuper de 2 enfants et à, au final, préférer se reposer sur la survie de cette famille recomposée qui est lui, le père de substitution, et les 2 enfants, et tourne le dos en fait à l'objet de son étude et à ce qu'il aimait depuis toujours. Et au final, faire une boucle incroyable avec le fait il n'aime pas la technologie, il n'aime pas les enfants, son aventure va le mener à sauver des enfants et compter sur la technologie pour les réparer, exactement Le pour parc, se sauver. oui, c'est ça, oui. Donc, je vais dire que là, je me suis dit en revoyant ce premier film que la famille est omniprésente, mais pas la famille nucléaire telle qu'on la connaît, papa, maman et les enfants, mais même des familles recomposées. Et ça, on peut en parler pour les 3 films. Recomposé dans le premier film parce que il s'agit en fait des petits enfants de. C'est De ça en John fait que Hammond. tu veux dire de John. Donc, Oui, ce c'est que ça. je veux dire, c'est Il y a pas de que substitution, quoi. John- Substitution. c'est évoqué, je crois, dans une phrase, lorsque l'avocat arrive sur l'île et qu'il dit aux chercheurs sur place écoutez, il y a la famille du mec qui s'est fait bouffer en teaser là, Ah oui, oui. par un vélociraptor. En fait, ils vous poursuivent. Et donc, je ne comprends pas pourquoi John Hammond ne se libère pas pour pouvoir parler de tout ça. Et le technicien ou le paléontologue, je crois que c'est carrément le paléontologue en chef, qui lui répond écoutez, sa fille est en plein divorce, il a d'autres choses à faire, il ne viendra pas. Et donc, en fait, John Hammond se retrouve avec ces 2 petits-enfants qui sont donc en plein dans le divorce de leurs parents, qui viennent se changer les idées. Donc, il y a le grand-père et puis il y a les parents de substitution, Alan et Ellie. Voilà. J'avais Et- oublié cette oui. réplique. Ah, mais Au début c'est du film, magnifique. C'est vrai, C'est ouais. magnifique. C'est vrai, mais c'est vrai, c'est tout à fait vrai. Et là où Oui, au c'est vrai. début, il considère les enfants comme des boulets, parce que même quand il se retrouve dans la voiture avec eux, je crois qu'il change de voiture du coup. Oui, en fait, la petite le suit partout. Le lui petit, donne- je crois qu'il a lu ses le livres. petit a lu ses tout. livres et Oui. la petite après lui tient la main. Elle C'est ça. n'arrive pas à le lâcher. Et en fait, il ne prend la grande mesure de son rôle que au milieu du film, ce qu'on appelle le midpoint, quand il y a le basculement entre la fascination pour les dinosaures vers la peur que provoque le fait d'être plongé dans une jungle et dans un monde dominé par les dinosaures. Parce que c'est ça aussi Jurassic Park, ils pensent, et dans les 3 films, il y a des industriels qui pensent qu'ils peuvent contrôler l'espèce, et en fait non, la vie trouve toujours son chemin. Et Plutôt il ne dans les faut- 2 premiers, je dirais. Dans le 3e aussi... Attends, c'est quoi le 3e Le 3e, c'est quand ils vont C'est sur. une mission de sauvetage en fait. mission Donc, de Mission de sauvetage. sauvetage, oui, plutôt dans les 2 premiers. ouais, voilà. Où en fait, il ne faut pas oublier que nous sommes bien peu de choses face à ces animaux grandioses, quoi. C'est ça. Donc, voilà, donc tu as tout dit. Déjà, les pardon. dinosaures, en tant qu'animaux, Ne t'excuse pas. qui sont Pour ça qu'on présentés t'invite. voilà, c'est ça, comme un mélange entre fascination et peur, répulsion, avec, ça bien vu aussi, hein, effectivement, cette espèce de point central au milieu de film avec l'apparition du La T-Rex. bascule. La bascule où on se rend compte que, voilà, en fait, c'est l'horreur. Et alors, comme tu disais, l'enfance, en fait, une vraie importance dans le récit. Et même à un autre niveau, c'est nous, en tant qu'enfants aussi, par rapport à notre propre fascination, je pense que toute la construction sur la première découverte des dinosaures, il y a vraiment un côté comme ça. Un côté, je te ramène en enfance. Tu sais, quand tu étais petit et que tu aimais les dinosaures, là, en fait, je te les remontre. Mais il n'y aurait eu aucun enfant, ce n'aurait pas été un film pour enfants. Ça n'aurait pas été un film familial. On a besoin de pouvoir s'identifier chacun. Ça a plu autant aux enfants qu'à leurs parents à l'époque. Je pense que là derrière, il y a donc Michael Crichton a écrit d'abord une première version de ce roman sous le point regard de d'un vue enfant. de Tim. Exactement. Ce qui n'a pas, Ça n'a pas été gardé. Il a réécrit du point de vue d'adulte et là ça a fonctionné. Et je pense que derrière cette association entre Spielberg et Crichton pour l'adaptation, il y a dû avoir cette résurgence du regard de l'enfant
pour l'objet qu'ils regardent, et effectivement, ça n'aurait pas été un film familial alors. Mais Spielberg avait aussi 5 ans avant produit Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles, Voilà. Tout à et fait. avait cette vision d'avoir ces dinosaures qui passionnent les enfants. Valentin, tu l'as vu, Le Petit Dinosaure et la Vallée des Merveilles? Ah oui, oui, Tu bien aimais sûr. beaucoup Plein de aussi. fois, oui, Et vous, j'adorais. toi, Katia, t'as aimé? C'est pied petit pied, c'est juste. Mais On a- c'est terrible de le revoir en tant que parent. Hein. C'est très dur, ouais. Mais on a fait un épisode On en a parlé, sur hein, Don si vous Bluth, voulez. sur tous les films qu'il a réalisés. Et on a parlé justement de Spielberg qui avait réalisé ce film. Il y a aussi cette envie de Produit. Spielberg, produit, pardon, produit. oui, pardon. Produit. Il a aussi cette envie vraiment d'inclure les enfants dans son aventure. Et ici, par rapport aux 3 films, tu disais par rapport à la thématique de la famille, moi, ce que je trouve affreux, qui me touche, et c'est pour ça que j'aime beaucoup Jurassic Park 3, on en parlera après si on aime ou pas Jurassic Park 3, d'avoir cette image où tu es persuadé que c'est le fils de Ellie et Alan qui joue au dinosaure, et en fait, c'est pas du tout son fils. En fait, il s'est enfin raccroché au fait qu'il voulait une famille, et c'est pas la sienne. Moi, ça m'a traumatisée. Mais oui, Je mais trouve là, ça tellement touchant. je me demande s'il n'y a pas une question de construction dramaturgique derrière, mais on y reviendra. Parce On y que reviendra j'ai quand on trouvé parlera aussi du 3. que la fin de Jurassic Park 1 montre ce regard absolument touchant dans l'hélicoptère entre Ellie et Alan avec les 2 enfants qui J'en ai dorment des sur lui. frissons, regarde. On se dit, bah voilà, il a fini son arc et en fait, il est prêt à avoir une famille. Et puis, on découvre que non, mais je pense que c'est une question d'enjeu. Pour le on en 3, parle- pour bien le 3. sûr, bien sûr. Mais par rapport aussi à la thématique, je parle de la thématique universelle de la famille où les enfants sont très présents. Mais il y a aussi dans ce premier film quelque chose qui va revenir dans chaque film, qui est que le paléontologue, qui est la personne la plus sensée du groupe au final, parce qu'elle Attention, connaît- Valentin, tu es la C'est personne la sûr, plus comme qui va sensée. avoir, qui est non pas quelqu'un qui va regarder les dinosaures comme des objets qu'on peut exploiter, au contraire qui va avoir beaucoup de respect et qui les comprend. À chaque fois, on va avoir une théorie et qui va permettre de résoudre le film, qui va permettre de clôturer l'aventure. Et dans ce premier film, on va tout de suite voir, quand on voit apparaître Alan, son exposition de personnage, c'est qu'il explique à un enfant la vie sociale des raptors. Et c'est ce qui va les sauver au final. Du coup, je me demande... Oui. Et en fait, Valentin. c'est même pas. Est-ce que c'est vrai, mais c'est. Alors Comment déjà, est-ce on que sait c'est vrai? Mais comment est-ce qu'on peut savoir ça? Est-ce qu'ils n'ont la pas vie sociale complètement des inventé? dinosaures. Comment ça fonctionne? Oui, c'est en On a partie 3 heures, inventé. allez. Parce que on peut avoir des indices vraiment très indirects des populations de dinosaures, par exemple. Si on va retrouver dans les assemblages fossilisés, si on retrouve par exemple beaucoup de jeunes et d'adultes, c'est qu'ils vivaient probablement en même temps, pendant qu'ils ont été transportés par une tempête, quelque chose comme ça. Donc là, on peut avoir des idées de la forme des groupes. Si on le retrouve chaque fois tout seul, ben, c'est qu'ils vivaient peut-être en fait de façon vraiment beaucoup plus isolée. Et là, parfois, on a aussi des traces. Donc on n'a pas que les fossiles, mais parfois dans les sédiments, on trouve des traces de pas. Ils ont traversé un lac peu profond, par exemple. Et là aussi, on va retrouver alors des indices, des structures de groupe, et même parfois aussi de comportements. On a trouvé comme ça des traces de dinosaures qui faisaient des sortes d'arcs de cercle comme ça. Et en fait, on pense qu'ils faisaient la parade. Ils avaient sans doute des belles plumes très colorées, et ils faisaient des gesticulations Oui, comme c'est- ça. Notons que les raptors ont des plumes, ce qui n'est pas du tout le cas dans le premier Jurassic Tout à Park. fait. Mais à part ça, on peut utiliser la forme du cerveau aussi. Parce qu'on, Oui, les j'en dinosaures ai vu ont récemment au l'os musée. qui va venir vraiment autour du cerveau. Donc en fait, si on a l'os bien préservé, on peut avoir une belle empreinte de la forme du cerveau. Donc est-ce qu'il y a plus d'importance pour la partie odorat, visuel? Visuel, ça veut dire qu'ils vont regarder peut-être aussi entre eux, ils vont avoir des comportements sociaux ou pas. Donc ça, on peut comme ça utiliser ce genre d'informations. Mais qu'il y en ait qui viennent sur le côté pendant que l'autre fait la passe, ça c'est impossible à dire. Et est-ce qu'ils parlaient Impossible. vraiment, les raptors, entre eux? Ah, ça, on allait venir peut-être sur le 3, parce que Oui, c'est vrai sur que le c'est 3, c'est oui, un absolument. élément important. Je vais faire Ross. Et- mais on te filme pas là, les gens peuvent pas voir. Mais, Non, mais c'est magnifique. je pense qu'il peut vraiment imaginer. il faut le faire loin du micro. Voilà. Mais oui, ça, ce n'est pas un raptor, mais effectivement, donc non, tu détruis mes rêves, ils ne parlent pas vraiment entre eux. Bah, ils vont communiquer. Communiquer. Quand on voit les dinosaures actuels, que sont les poulets et les moineaux, ils parlent beaucoup entre eux, Ouais, effectivement. Alors, C'est vrai. je pense que dans la façon aussi dont se construisent en fait à la fois les scènes à suspense / scènes d'action, un peu à voir comment vous définissez quand vous regardez Jurassic Park, mais en gros, je trouve qu'il y a une opposition entre deux prédateurs différents dans Jurassic Park. Il y a les raptors qu'on a évoqués, puis évidemment il y a l'emblème en fait de Jurassic Park qui est le T-Rex, le tyrannosaure. Et en gros, la façon de lutter contre ces deux menaces,
est foncièrement différente. On est dans l'idée que pour le T-Rex, il ne faut pas bouger. Il ne faut pas bouger, il faut rester comme ça. On est sur de l'immobilisme qui amène une autre façon d'amener du suspense, alors que pour les raptors, on est dans la fuite permanente. Et là aussi, ça c'est l'autre aspect pour lequel on revient vers toi, Valentin, qui est le T-Rex. Cette histoire d'acuité visuelle, tu vas détruire mes rêves, j'en suis sûr, mais mes attentes. Mais est-ce que c'est vrai ? Est-ce qu'on peut calculer ça ? Non, mais ils ont des tout petits yeux. Hein. C'est un animal, le tyrannosaure, c'est un animal qui est fait pour manger des carcasses. C'est une sorte de grosse tête sur pattes. Leurs petits bras ne servent à rien, c'est vraiment pour avoir un balancier. Surtout pas pour jouer au bowling. Ah non, ils ne savent rien faire avec leurs bras. Il y a un petit peu de muscle dessus, mais ils ont perdu leurs doigts, etc. Ils ne savent pas faire grand-chose. C'est vraiment pour avoir le balancier, le point d'équilibre. Il est au niveau de la cuisse. Ils ont une longue queue, une grosse tête, donc ils avalent des cadavres. C'est vraiment son job. Donc c'est un nécrophage. C'est même pas des chasseurs. Donc ils ont des grosses dents. Elles sont recourbées, la forme du crâne permet de broyer les os et chercher la moelle. Parce qu'Alan Grant dit à un moment donné, quand ils mettent la chèvre, ce qui me traumatise moi aussi en tant que végétarienne de longue durée, quand il dit Rex ne veut pas qu'on le nourrisse, Rex veut chasser. C'est faux alors. Rex ne veut pas chasser, il ne sait pas chasser, il est incapable de chasser, c'est ça ? Si, ils peuvent. Ouais, vaguement. Dès le moment où on va avoir un crâne de 2 mètres de long et des dents qui vont faire une vingtaine de centimètres, on peut chasser et tuer des trucs, c'est pas très difficile. Mais il a plus cet instinct d'aller vers les carcasses alors que... Ouais. Parce qu'on en parlait en préparant avec Vincent, il y avait un point sur lequel on était moins d'accord, mais on va pouvoir en parler avec vous, c'est que Vincent disait que les dinosaures sont des monstres qui sont là, genre monstres assoiffés de sang. Non. C'est pas ça que tu me disais ? Ce que je dis, c'est que dans le premier, Ouais. on les considère comme des animaux. Et ce qui n'est pas le cas du 3. Ah non, non, Ni du 2. Alors ça, je suis d'accord avec toi. D'accord. Par rapport au... Oui, non, ça, je suis d'accord avec toi. Mais c'est vrai que moi, je vois aussi je vois les dinosaures en tant que personnages. Ça, Katia va peut-être pouvoir plus en parler que moi. Mais je vois vraiment 3 types de dinosaures au final, même dans le premier Jurassic Park. Tu as les dinosaures super pacifistes qui mangent leur air, qui sont juste là pour être magnifiquement regardés. Le brachiosaure, mon Dieu, comme c'est beau. Oh, j'en ai encore des frissons. T'as ces dinosaures-là, puis t'as les dinosaures qui sont des dinosaures, des animaux qui ont envie de se défendre parce qu'ils ne sont pas très à l'aise d'être là, ils ne comprennent pas trop ce qui leur arrive. Et puis t'as les salopards de monstres qui veulent juste tuer les enfants dans une cuisine. T'as un peu ces 3 personnages de dinosaures. T'en penses quoi, Katia, par rapport à cette monstruosité des animaux ? Alors, moi, pour le coup, je les ai pas vus monstrueux une seule seconde. Jamais, parce que j'ai toujours... Même les raptors qui vous les portent ? Ah bah absolument, oui. parce qu'ils ils suivent leur instinct, ou ils se défendent, ou... Oui, tu veux dire Non, je voulais dire par mais là, rapport à l'ouverture de défendre. porte, c'est peut-être juste ça, juste l'ouverture de porte qui est le petit Mais c'est artifice ça. narratif. Moi, je trouve que là, ils ne se défendent pas. En fait, je vois cette différence mais entre... on les a créés pour les exploiter. Mais Moi, je pense c'est que ça. c'est attention à qui on exploite. C'est un comme dans freak show, Westworld quoi. aussi, C'est un freak quoi. show. Ils prennent le dessus et ils prennent leur pouvoir. Et même, vous pouvez regarder dans les 3 films, ce que j'ai vu aussi, c'est que plus un personnage va être méprisant, hautain, violent, bien plus sûr. il va être détruit par Comme la Denis. plus petite chose qui semblait insignifiante. Denis, la Et mort ça, de je Denis. trouve ça pas dans le 3, parce que le chasseur dans le 3 qui veut... Enfin, on en parlera quand... finalement, c'est lui-même qui dit non, moi je raccroche mon tablier, j'ai compris que j'étais une petite chose. Mais même dans le 2, on peut en parler, je ne sais pas si on fait dans l'ordre ou pas, mais on va y venir. ce type qui tase... alors, je ne connais pas les noms des ouais. petits... Enfin, je connais pas les Les noms Compsognathus. Voilà, en disant... on lui demande, mais tiens, tu crois qu'ils ont peur de nous ? Paf, il tasse la créature, et du coup, il dit maintenant oui. Maintenant, il a une raison d'avoir peur de moi. Voilà, C'est sauf horrible. qu'il ne se rend pas compte que, comme un con, il va juste aller pisser et il va se faire bouffer comme une grosse merde. Donc, je pense que derrière, il y a aussi une leçon d'humilité derrière les dinosaures qu'on nous présente. Et plus un personnage va être méprisant, plus il va avoir une mort débile. Mais ça, c'est vraiment à partir du 2, parce que dans le 1, à part Denis, L'avocat qui est un lâche, oui, il meurt sur les toilettes, par exemple. Ouais, c'est ça. Voilà. Mais il n'est pas vilain avec les dinosaures. Non, mais Ouais. il n'est pas dans l'entraide Non, qui est Oui, la c'est composante que les scénaristes nous montrent en par disant rapport au que c'est personnage. Oui, c'est ça. l'entraide qui permet de survivre. Celui-là, il quitte la voiture et il va Il se laisse les réfugier. enfants, surtout parce Et qui qu'il est en voiture avec les enfants. enfants. Et il le paye. Oui, et finalement, remplace finalement dans le film ce qu'aurait dû être un John Hammond, l'air de rien, en fait. Absolument. Parce qu'il faut une espèce d'antagoniste comme ça, humain. Là, Après, il y a des gens très bien qui meurent de façon violente aussi. Ça va. Hein, un qu'on ne mais- voit pas et un qu'on voit. Voilà, c'est ça. Mais sinon, pour revenir donc à la mécanique des raptors, je voulais dire que moi aussi, en fait, je les vois vraiment comme des animaux parce que tout ce que je vois là, en fait, c'est juste un chasseur carnivore qui chasse sa proie.
pour se nourrir. Et qui ouvre les portes. Et là, pour le coup, là Mon aussi, chat ouvre les portes. on pourrait peut-être en fait terminer aussi là-dessus pour le premier, mais en tout cas, là aussi, comment est-ce qu'on on sait qu'en fait les raptors ce sont des chasseurs en réalité, ça c'est pas des nécrophages. Mais c'est vrai que pour revenir à ce qu'on venait de dire, c'est un peu artificiel à mon avis de voir effectivement les herbivores comme gentils, parce que qui a envie de se retrouver devant un rhinocéros par exemple, alors qu'ils ne mangent pas de viande, ils ne vont pas nous tuer C'est pour, pas pour ça nous qu'il est manger, mais paisible. je ne me ferais... Oui, tout à fait. Tu n'irais pas faire un pique-nique à côté d'un Exactement. rhinocéros, quoi. Ouais. Et là aussi, les sauropodes comme ça, les brachiosaures, ils ont une patte qui fait la table ici, Oui, on ils peut se auraient faire pu écrabouiller m'écraser, sans ouais. aucun problème. Oui. Même parlant de choc, quand ils vont marcher, on va tomber par terre a priori. Donc c'est vrai que Ah oui, c'est vrai. C'est vrai qu'ils ne tombent pas dans le et là aussi, en fait, même les dinosaures n'ont pas tout le temps faim, normalement. Hein. Une fois qu'ils ont mangé 2-3 choses, ils vont aller se reposer. Ils ne sont pas des animaux qui sont agressifs de nature. Et certains carnivores sont tout à fait paisibles. On voit effectivement dans des grands écosystèmes actuels des oiseaux qui vont près des crocodiles parce qu'ils voient bien qu'il n'a pas faim, il n'y a pas de problème. En fait, ce n'est pas un danger. Donc ça, c'est vrai que c'est un peu bizarre de les mettre comme ça du côté les gentils et les méchants. Dans la nature, c'est pas comme ça que ça se passe. Les animaux sont dangereux en général. Pour la fonction narrative du film. Quoi. Oui, Mais c'est voilà, ça. ça a une fonction narrative, Parce que- le dinosaure dans Jurassic Park, l'air de rien. J'avais lu que le T-Rex ne sait pas du tout courir, qui court quand même dans le premier film après une voiture, il est quand même vachement rapide. Impressionnant aussi. Il est impressionnant. Ouais. Moi, tu sais que j'ai encore peur. Quand j'étais petite, quand on allait chez mes grands-parents, on passait dans un bois pas du tout illuminé. Et alors, à chaque fois, j'étais dans la voiture derrière, et à chaque fois, j'imaginais que le raptor courait derrière, après la voiture, et j'étais toujours à mon papa, papa, plus vite, le T-Rex, pardon, papa, plus vite, parce que j'avais toujours cette impression dans le bois comme ça que le T-Rex courait après la voiture. Mais justement, Valentin, à partir de quel moment tu t'es rendu compte, comment c'est quand on est un enfant qui a été fan de Jurassic Park, qu'on commence à étudier la paléontologie, parce que nous, c'est par rapport à des articles ou quoi, on se dit, oh, à quel moment tu te dis, mon Dieu, mais on m'a menti? Comment est-ce qu'on vit ça? C'est progressif et c'est vraiment la réflexion quand je repense au film, je dis, ah oui tiens, c'était finalement pas très malin de me mettre comme ça, ou alors c'était un peu simpliste, mais ça n'a jamais été un déchirement, comme Saint-Nicolas par exemple, des choses comme ça. C'était vraiment Quoi? qui est très bien, j'ai encore vu il y a pas longtemps. Ah, ok. C'est vraiment progressif au fur et à mesure que j'en apprenais aussi en faisant des recherches ou en ayant des cours. Je me dis, ah oui, tiens, c'était un peu exagéré ça. Mais finalement, le but est atteint. Et c'est vrai que ça, je ne sais pas si on va en parler à un moment, mais parfois de gens vont critiquer les films de Jurassic Park ou les nouveaux en disant, mais ça, c'est pas tout à fait correct, on n'a pas mis le bon nombre de plumes, etc. Mais je trouve que c'est un mauvais débat parce qu'a priori, ça a marché. Il y a plein de gens qui ont aimé les dinosaures, qui ont appris plein de choses sur les sciences, et finalement, le but est atteint. Exactement, je suis tout à fait d'accord avec toi. Déjà, comme on en parlait juste avant le podcast, tout ce qu'on a aimé quand on est enfant, déjà, c'est très dur de le décortiquer, c'est très dur d'aller contre. Ici, évidemment, la science, tu peux pas dire non, mais tu te dis, oh, c'est pas grave, c'est un divertissement. Tu vois? Bah, ça s'appelle en dramaturgie la suspension d'incrédulité. Super, on l'a dit, c'est très bien. Voilà. On peut cocher Merci. celui-là. C'est-à-dire Je coche. que l'auteur, le scénariste, l'autrice, la réalisatrice va dire au public, ce que je vais te raconter, c'est un gros mensonge. Mais par contre, je vais tellement bien te le raconter que tu vas me croire. à fond. Juste le temps qu'il faut. Et ça, c'est hyper important. Et effectivement, on a tous notre curseur qui est différent en fonction de notre suspension d'incrédulité. Moi, on peut me raconter n'importe quoi, par exemple, tant que les personnages sont cohérents. Voilà. Oui. À partir du moment où le personnage commence à faire quelque chose d'incohérent, et c'est pour ça, je pense que je suis moins attachée à Jurassic Park 2 et 3, du coup, on me perd. Mais d'autres, ça va être des pros de la chronologie. Ils vont dire, mais comment ça se fait que le personnage se retrouve là alors que, en fait, c'était le jour et que normalement, maintenant, ça devrait être l'après-midi et en fait, il décroche. Donc, en fonction de pour Jurassic Park, en fonction de son attachement, à mon avis, à la véracité des faits scientifiques, on peut accrocher ou décrocher, quoi. Suspension d'incrédulité. Et alors, tu évoquais Jurassic Park 2, on va peut-être switcher dessus, mais qu'est-ce qui te dérange plus dans Jurassic Park 2 finalement ? Je pense qu'il y a moins de tenue, je parle vraiment de quelque chose qui se tient de A à Z qu'il y a dans Jurassic Park 1. Je vous ai parlé de la famille, de l'entraide, de la profondeur aussi, mine de rien, du changement du personnage de Alan Grant.
Ici, Alors qu'il n'est plus là, déjà. Il n'est plus là. On est avec Ian Malcolm. Ian Malcolm, ce qui n'est pas une mauvaise chose parce que c'est un personnage hyper charismatique dans le 1, donc on est très content de le retrouver dans le 2. Ah, cette scène quand il est couché sur son... Ah là là. Écoute, là, la suspension d'incrédulité de Caro. Mais et finalement, on va avoir les mêmes ingrédients, mais ils ne prennent pas de la même manière. Parce qu'on assiste... Il y a une dilution un petit peu de la... comment dire, le point d'entrée, c'est Malcolm, mais au final, notre attention va être diluée par les différents personnages, mais qui n'ont pas la même profondeur en fait que dans Jurassic Park 1. Je savais d'emblée que la fille de Ian, Kelly, allait se retrouver dans le Micmac, parce que forcément ça allait être une histoire de famille, mais on n'a pas un père qu'on voit dysfonctionnel au début et qui permet de vivre une aventure vraiment avec sa fille à travers tout ça. Oui, elle est juste là, quoi. Oui, et même, vous voyez, elle a une belle-mère avec qui elle s'entend super bien. On ne les voit pas faire famille. Et pour moi, c'est ce qui manque, en fait. Pour moi, Katia Lanero, ce qui manque, c'est cette tenue de la thématique autour de ce personnage. Mais est-ce que finalement, cette thématique n'est pas incarnée par les T-Rex? Parce que c'est un élément important. Exactement. On parle de parentalité chez les T-Rex. Alors, je te lance dessus, puis peut-être après, tu pourras nous dire ce que tu penses de la véracité de ça. Là aussi, ce qui est lancé, c'est que Sarah, qui est déjà sur place, qui est la compagne de Yann, qui est une belle-mère formidable apparemment, parce qu'elle s'entend super bien avec sa belle-fille. Elle a l'air super cool. Elle a l'air super. Elle part 3 jours avant toute l'équipe pour étudier l'instinct maternel, l'instinct parental des carnivores. Et c'est lancé comme l'objet de recherche, et c'est ce qui va permettre aussi à l'équipe de résoudre le film, de ramener, en fait, de comprendre, de se mettre à la place du T-Rex et de comprendre ce qu'il cherche. Donc, au final, de l'individualiser, de ne pas en faire un objet de foire qu'on va regarder, mais d'avoir de l'empathie pour cette espèce, de l'empathie pour cette créature, de lui donner ce qu'elle veut, et au final, de nous permettre de ne pas avoir un Godzilla ou un King Kong. C'est ça. À Seattle? C'est Seattle? San Diego. San Diego. Par rapport à King Kong, c'est marrant parce que le nom du bateau qui amène le dinosaure à San Diego, c'est le même bateau que dans King Kong. Ah bon? De S Ventura. Ah, c'est un petit clin d'œil. Mais donc, par rapport à l'instinct maternel des carnivores, est-ce que, du coup, Sarah pouvait avoir une hypothèse avant d'aller les voir sur place, Valentin? Mais là aussi, c'est bien, je trouve, parce que ça les rend plus comme des animaux réels, effectivement, qui ont toute une série d'inspirations et d'éléments dans leur vie. Je veux dire, ils ont effectivement des progénitures dont certains vont s'occuper ou moins. Ça dépend un peu de la structure des populations aussi. Souvent, les animaux qui ont moins d'enfants, moins de juvéniles, on va dire, vont s'en occuper. C'est une stratégie, quoi. Si on veut plus investir dedans et donc les faire grandir, etc. Parce qu'il y a d'autres espèces qui vont pondre 400 œufs par exemple, et ils vont laisser bien, il y en a bien 2-3 qui vont arriver à l'état adulte, quoi. Ça, c'est vraiment... Et ça fluctue dans les reptiles, il y a vraiment toutes les stratégies qu'on va retrouver. Donc là, effectivement, dans certains nids de théropodes, il n'y a pas des masses d'œufs, donc on pourrait penser qu'en tout cas, certaines espèces vont s'en occuper à un moment, en tout cas leur donner à manger, etc. Ça, c'est probable, effectivement. Mais c'est même assez beau dans Jurassic Park 2, ce fait que c'est cette scène où ils soignent le bébé T-Rex et qu'on leur court après. Mais cette scène est incroyablement bien foutue. Il y a vraiment, je trouve, dans ce film, moi je peux plus parler par rapport au point de vue cinéma, il y a vraiment dans ce film d'énormes scènes, même plus gore, où Spielberg a repris des éléments du premier livre qui ont été mis de côté pour le premier. Il faut savoir que Spielberg, en réalisant le premier, il a dû signer pour le deuxième. Donc il devait faire le deuxième, mais il se sentait un peu moins impliqué. On le sent un peu moins impliqué dans tout ce qui est histoire, justement, par rapport dans les scènes d'action. Moi, j'ai vraiment cette impression, maintenant c'est totalement subjectif, qu'il s'est dit, tout ce que j'ai pas pu mettre en gore dans le premier, là j'y vais, quoi. Parce que cette scène de ce genre de camion qui tombe dans le trou, mais c'est Tu l'as trouvé plus gore le 2 que le 1? Moi je trouvais beaucoup plus gore. Ouais, je trouvais beaucoup plus gore et beaucoup plus gratuit. Mais parce que c'est parce qu'on voit pas beaucoup de sang dans le premier. Non, mais dans le reste, par exemple, je ne sais plus comment il s'appelle, le gars qui essaye de sauver Yann et Sarah, qui est hyper gentil, qui essaie vraiment de sa mort est traumatisante. Mais c'est pour ça que je trouve ça plus gore en fait, parce que dans le premier, c'est
presque tout, à part Monsieur Arnold avec son bras qui tombe Ouais. sur Ellie. Mais comme tu disais dans le premier film, en général, ceux qui meurent, c'est pas très sympa. Ici, tu as vraiment ce personnage, j'ai oublié son prénom, je suis un peu désolée, qui aide vraiment, qui essaie d'aider Sarah et Yann, mais il se fait quand même dégommer. Et c'est surtout que la scène dure un peu. Tu sens qu'il va mourir, il fait monter la sauce en fait. C'est ça que je trouve ça un peu plus gore, quoi. J'aurais bien aimé qu'à la fin, il croque le gamin dans son lit, mais malheureusement, il ne l'a pas fait. Ok, très bien. Ça aurait été encore plus gore. Donc voilà, c'est vrai qu'en fait, on n'a pas du tout résumé le film, mais en gros, voilà, c'est John Hammond qui veut refaire une énorme erreur à nouveau, envoie une équipe de recherche en fait sur l'île. Il me fait de la peine, moi, au début de ce sur film. l'île d'Isla. Il a vieilli. Hein. Il a vieilli et tu sens qu'il s'accroche et qu'en même temps, ça me fait beaucoup de faut peine. lâcher, Yann. Non, c'est comment John. John. Mais il y a son petit-fils. C'est ça. Alors non, fils non, c'est son neveu. Son neveu. Son neveu. histoire de En fait, famille donc encore. l'histoire, c'est que son neveu cherche à reprendre possession d'InGen, donc pour exploiter les dinosaures qui sont sur le site B, parce qu'il existe Site un B. site B Et oui. sur Isla Sorna et non sur Isla Isla Nublar, qui est une grosse île où en fait c'est une énorme réserve à Tellement dinosaures déçu que ça n'existe pas vraiment, mais à bon. ciel ouvert en fait. Et l'idée, c'est qu'ils cherchent à envoyer une équipe de recherche pour prouver que ce sont des animaux, vraiment, qui méritent d'être préservés en l'état, etc. Sauf qu'évidemment, l'équipe d'InGen pour exploiter les dinosaures arrive plus tôt. Des cow-boys. Des cow-boys, littéralement. avec une les espèce rangers, la totale. une espèce de safari, comme ça, où ils vont aller capturer plein de dinosaures. Et puis là, ça fait une scène pour le coup, très, très emblématique du film, où une énorme chasse. Ils sont pas discrets, ils déboulent Ils sont avec pas leur discrets, jeep, voilà, avec leurs c'est ça. armes. Et c'est là que... Ils font mal aux dinosaures, Caroline pleure, comme d'habitude. Voilà. L'entreprise de domination est face à la S'exerce. famille. Oui, voilà, c'est ça. Et donc, évidemment, les deux s'opposent, ce qui fait qu'il y a une destruction matérielle énorme dans cette séquence. Justement, la séquence qu'évoquait Caro, où l'un des membres de l'équipe de recherche meurt. Et là, évidemment, ils n'ont plus aucun moyen de communiquer et arrivent... Est-ce qu'on arrive dans la deuxième partie du film? C'est le midpoint pile, c'est quand ils doivent collaborer. Ah, mais voilà, oui, c'est c'est ça. vrai. Voilà. Vous pouvez arrêter, donc je l'avais dit pour Harry Potter, vous pouvez arrêter à la moitié du film, à la minute près. Pour les blockbusters, ça veut dire qu'on bascule. Il y avait un avant dans l'histoire, et là, les personnages sont dans une situation où ils revoient, les cartes sont redistribuées et ils doivent changer de stratégie. Ça s'appelle le midpoint. Voilà. Et donc, voilà. Donc, à un moment, ils se retrouvent à devoir collaborer pour pouvoir s'échapper de l'île, où là, tu as à la fois l'équipe scientifique et l'équipe d'exploitation qui se retrouvent tous ensemble. Et puis, évidemment, comme ils sont très, très nombreux, ça nous permet... En fait, Caro avait raison, ça permet d'avoir beaucoup plus de scènes de mort. Il y a beaucoup plus de morts, Merci, en Vincent, réalité, ça me touche. dans Jurassic Park 2. Et alors là, disons, le gros fil conducteur aussi, le gros antagoniste qui va rester très longtemps, les raptors ont peu d'existence, en fait, dans ce film. C'est surtout le T-Rex. Et en fait, ce qui va se passer, c'est que les T-Rex, ils sont deux, vont les poursuivre du milieu du film jusqu'à quasiment la toute fin du film. Parce qu'ils ont le petit? Parce qu'ils ont Parce petit. qu'en fait, pas encore. Parce que en fait justement, je crois que le film tend à attribuer au T-Rex un sentiment de vengeance en fait. Et d'ailleurs, il y a un élément très précis qui est le sang sur la veste du personnage de la paléontologue, donc de la belle-mère Sarah, qui en fait soigne le petit T-Rex qui avait été exploité par des chasseurs dans le but d'attirer les grands. Et en fait, a du sang sur elle, ce qui va permettre au T-Rex de les tracer sur l'île pendant toute la deuxième partie du film. Et ça, c'est de l'instinct parental. Parce que ça, si tu c'est fais mal à mon gamin, je te poursuis dans la jungle. Exactement. Ce qui fait qu'en fait, on a un comportement finalement juste de pur antagoniste. On se dit, ça, c'est pas un animal, il cherche juste à les tuer. Mais en fait, c'est quand même expliqué. Non, mais c'est ça. C'est pour ça. C'est expliqué, bien sûr. Et c'est pour ça que là, pour le coup, je suis toujours du parti qu'on est toujours face à des animaux dans ce film-là. Et que ça fonctionne en Les tant que... dinosaures sont presque les gentils. Moi, je pense, depuis le début. À part quand ils tuent, c'est parce que c'est plus dans un excès de rage qui tue le gentil monsieur qui essaie d'aider Yann et Sarah, mais sinon, t'as vraiment ce... Enfin, moi, ils me font de la peine, les dinosaures. J'ai ça aussi dans les Jurassic World, mais bon, on en parlera sur un autre podcast, il faut que vous les voyez quand même. On peut, si vous voulez, on peut tous aller voir on peut aller voir le 3 qui va sortir au mois de juin. Mon Dieu, que j'ai hâte. Mais t'as vraiment cette peine pour les dinosaures dans le 2, quoi. Ouais. Et même si quand il arrive à San Diego, enfin je sais pas, parce que quand il arrive à San Diego, il tue quand même des gens, il les bouffe, il les croque. Moi, ça me mettait une angoisse quand j'étais petit. Imagine, on t'enferme dans un bateau, on te tape dans une ville que tu ne connais pas. Dans un environnement que tu ne connais pas du tout. Oui, c'est même pas une ville, c'est carrément touchant. C'est du bruit, c'est trop dur au sol. Ce que je trouve extraordinaire en plus dans cette incursion du T-Rex dans la ville, c'est qu'on évacue complètement les imageries effectivement de King Kong et de Godzilla, parce que où est-ce qu'il va ? Dans un pavillon hyper familial, une petite banlieue comme ça. Et qu'est-ce qu'il le voit ? Un enfant
qui va convaincre ses parents, qui se disputent, machin, là. De nouveau, on est dans le regard de l'enfant et dans la thématique de la famille. Moi, je suis... il faudrait compter le nombre d'enfants qu'il y a. Et là, pour le coup, c'est aussi une bonne façon de le caractériser en tant qu'animal. L'animal, il arrive à San Diego, la première chose qu'il a, il était sédaté, il se réveille, il cherche à aller boire. Aller boire quelque chose. Puis après, il se met à chasser. Et surtout, là où la thématique de la parentalité... Chasse, il a les boules, je pense. Ouais, il a les boules. Il a exactement. Peur et en fait, c'est ça que j'allais venir. Là où la thématique de la parentalité est importante, c'est que c'est grâce à ça qu'ils arrivent à le ramener sur le bateau et donc à conclure le film, à le renvoyer sur son île. Quoi. Valentin, est-ce qu'un T-Rex peut vraiment boire de l'eau avec plein de chlore comme ça dans une piscine? C'est quelque chose qui a suspendu mon incrédulité aussi. Oui, oui, le chlore dans l'eau. Je me suis dit, est-ce qu'un animal va aller boire de l'eau de piscine? Non. À mon avis, ils ont quand même, effectivement, ils ont un très bon odorat. Donc, ils vont repérer. Parce que là, ça m'a perturbé. Maintenant, l'habitude, les animaux qui boivent vont boire de l'eau avec de la boue, avec du sang. Oui, mais avec du sang. C'est plus naturel. Le sang est plus naturel que le chlore. Les grands animaux ont moins de chances de repérer ce qui est amer, par exemple. Ah, oui. La plupart des poisons naturels sont amers. Et donc, ce sont les petits animaux qui vont avoir plein de récepteurs pour l'amertume, par exemple, sur la langue. Les grands... Pas des masses, parce qu'un petit peu de poison, on ne va pas les tuer. Au pire. Ça se dilue dans à mon avis, le tyrannosaure pourrait sûrement repérer qu'il y avait des sortes d'effluves comme ça un peu bizarres. Et donc, il aurait sûrement été ailleurs, à mon avis. C'est lequel ton dinosaure préféré? Non, le stégosaure. Ah oui, il est bien, le stégosaure. Qui est? Je ne sais pas. Celui qui a des grosses plaques polygonales sur le dos. Ah oui, ok. Ça, D'accord. Il est magnifique. Bon, voilà pour ce Jurassic Park 2, alors qu'il traitait énormément de parentalité. Juste la petite fun fact qui est que lorsqu'il est à San Diego, à un moment, il bouffe un gars à l'entrée d'un vidéoclub. Il cherche à ouvrir la porte et il se fait quand même bouffer. Et il a d'ailleurs un cri très bizarre quand il se fait manger. Ouais. Lui, c'est le scénariste du film. Oui, c'est le scénariste du film. C'est David Cup. Voilà. Ouais, mais qui a aidé un petit caméo. Il fait un petit caméo pour se faire bouffer, c'est toujours sympa. Spielberg fait un caméo aussi. Où ça? Dans le 2. Je ne sais plus, je sais qu'il fait un caméo dans le 2, génial, mais c'est le plus petit de sa carrière. Quoi. C'est vraiment, ça, j'ai en fait, je l'ai relu. Et je me suis dit, il faut que je le revoie encore. Je pense que pendant l'année passée, j'ai fait les 5 films 3 fois. Oui, Passion Dino. Mais et je n'arrive plus à me... Je sais qu'il l'en fait. Je l'ai relu récemment et ça m'a rappelé un truc. Je me suis dit, mais oui, c'est vrai, mais c'est où? Donc, on va devoir... si vous écoutez... Mettez-nous en commentaire si vous vous souvenez où est le caméo de Spielberg. Et donc voilà, en fait là on était 4 ans après, donc c'était en 1997, puis on va passer à Jurassic Park 3, donc celui-là en 2001. On arrive en 2001, l'air de rien la technologie a bien évolué, et surtout Spielberg produit, mais c'est pas lui qui réalise, c'est Joe Johnston, qui est un concept artiste à la base, un designer, qui s'est mis à faire des films évidemment. Il a quand même réalisé Jumanji, donc niveau genre il s'y connaît. Exactement. Et donc là, réalise Jurassic Park 3 qui, en gros, c'est une mission de sauvetage. Alan Grant revient, déjà c'est important, ça, voilà. Donc Alan Grant est à nouveau là, et il y a une famille qui se fait passer pour, un père et une mère à nouveau dysfonctionnels. C'est très bien que tu aies amené ça, j'avais pas forcément vu ça comme ça. Ils sont en plein divorce. En plein divorce, mais ils le cachent, ils se font passer pour des riches industriels pour faire croire à Alan Grant qu'ils vont faire un tour de l'île pour financer ses recherches, parce que c'est le nerf de la guerre dans le 1 et le 3, c'est l'argent de la recherche. Tout à fait. Et qui, en fait, en réalité, c'est une mission de sauvetage camouflée. Ils cherchent à récupérer leur fils qui a été perdu sur l'île et personne ne veut les aider. Donc, ils ont littéralement enlevé Alan Grant et son jeune doctorant pour... Relation père-fils. Relation père-fils, bien vu, bien oui, vu, oui, tout à fait. Voilà. Oui. Mais dans ce film, on a aussi Michael Crichton, c'est dur à dire, à lâcher là, parce qu'évidemment, il n'y a pas de bouquin 3. Il n'est plus à l'aide au scénario. Par contre, il y a énormément de scènes du 3 qui sont également des scènes qui n'ont pas été gardées du premier et du deuxième livre. En fait, voilà. Il faut lire. Lisez ces livres. Tu as les exemples parce que je suis un peu plus par exemple, la scène de la volière, elle est dans le premier bouquin. C'est vrai qu'on peut se demander jusque-là pourquoi on n'a pas eu des dinosaures volants. Oui. Est-ce que c'était parce qu'ils pouvaient quitter l'île du coup et migrer et c'était un problème scénaristique? Probablement. C'est difficile à piquer pour un moustique aussi. Bien vu. Ah oui, pas mal. C'est vrai que là on c'est mon dinosaure préféré. Alors c'est vrai que c'est une particularité aussi. À partir du moment où on passe sur Jurassic Park 2 et Jurassic Park 3, tout ce qui est lié à la science, mis à part le petit point narratif du genre la parentalité des T-Rex, et alors là pour le coup le gros élément de Jurassic Park 3, je te laisse dire. La communication entre les raptors. Alors et leur organisation sociale très élaborée. Alors là ça vient de nulle part, quoi. Alors déjà, non, la question très spécifique,
l'idée de faire avec une imprimante 3D, de faire Un crâne. une cabine vocale du raptor pour essayer de savoir comment on connaît le cri des dinosaures. C'est vrai, une bonne question, ça. C'est grâce à Ross. C'est grâce à- La plupart, on ne le sait pas. On ne le sait pas. Parce qu'il n'y a rien qui va se fossiliser au niveau de la gorge. Il y en a qu'on sait. Je ne sais pas si vous connaissez les dinosaures qui ont une grosse crête comme ça, Oui. comme le Parasaurolophus. Et en fait, sa crête, c'est son nez. Donc c'est l'os nasal qui monte, qui fait un tour et puis qui repasse dans l'œsophage. Donc en fait, en soufflant dedans, comme s'il se mouchait, ça fait un son. Et chaque espèce a une crête différente, ça fait un son différent. Et alors là, je passe chaque année dans mes cours, ils ont refait un musée en Californie, je crois. Ils ont refait le passage de l'air en cuivre. Et là, ils soufflent dedans et ça fait des sons extraordinaires parce qu'en soufflant fort ou peut venir à tes faiblement, Ouais, c'est- ça fait des sons, ça fait comme ça, comme une grosse. Ou alors ils peuvent moduler comme ça. Wow. Et chaque espèce peut se reconnaître très très loin de la sorte en fait, parce que chaque espèce a une crête différente, donc un son différent. Donc ils C'est peuvent pas- s'appeler à travers la vallée, savoir qu'ils sont là, etc. Donc c'est possible. Donc ça, hein, ça sort pas de nulle part, en tout cas, Non, par non. rapport au raptor. Et là, pour les raptors, ce sont des animaux qui sont proches des oiseaux, qui ont déjà un gros cerveau. Par rapport à leur taille, ils ont vraiment un gros cerveau, donc ils savent interpréter des signaux, des comportements et peut-être des sons aussi, ça va en faire le tri. Et donc, on Comme n'a aucune une idée. grosse dinde. Oui, c'est ça. C'est une grosse dame. Et donc, on n'a aucune idée de savoir si, effectivement, il pouvait avoir un langage même primitif. Ça, c'est Non, on ne impossible sait à pas. voir. On ne sait pas à quel moment les dinosaures vont devenir extrêmement bruyants. Maintenant, ils le sont extrêmement. On va dans une forêt, on n'entend que des dinosaures hurler l'un à l'autre, à peu de choses près. Et ça, on ne sait pas vraiment à quel moment ce genre de structure se met en place. Mais les oiseaux aussi sont encore particuliers au sein des dinosaures, avec des cerveaux encore plus gros que la plupart des autres dinosaures. Mais déjà, les vélociraptors ne sont pas trop loin des oiseaux, ils sont à peu près liés. Mais Et ils ont des caractères Le tout début du similaires. film, c'est ça Oui. qu'Alan explique. Hein, c'est, avec Ce n'est cette- pas qu'une grosse dinde. c'est ça que je Mais dis ils une avaient des grosse grosses dinde, plumes, ouais. ils ont déjà plein de modifications. Donc si vous avez un poulet que vous le décortiquez, il y a plein de formes d'os qu'on retrouve qui sont directement issues des formes comme les vélociraptors, par exemple. Ce qui ennuie très fort ma fille, parce que je lui parle à chaque fois de tout ça. Et ça, c'est la forme, tu vois, ça, c'est issu des théropodes il y a 200 millions d'années. Là, j'avais lu dans mes nombreux bouquins de filles qui essayent de comprendre un truc qu'elles n'ont pas étudié à l'école. En fait, au départ, ça devrait s'appeler Crétacé Park parce que ce sont tous des dinosaures. Il y en a très peu qui existaient à la période du Jurassique, en fait, dans Jurassic Oui, ce qu'on voit, Park. c'est essentiellement du Du Crétacé. Crétacé, effectivement. oui, c'est ça. Ce qui n'est pas plus mal, parce qu'a priori, les moustiques, J'ai bien compris. les premiers moustiques fossilisés, on en retrouve plutôt vers le Crétacé. Mais oui, Donc, c'est ça. par exemple, les stégosaures, on les aurait pas normalement. Crétacé Park, c'est moins sexy. Mais c'est j'allais vrai dire, est-ce ça que va ça bien. aurait vendu autant? Non, bah justement, c'est ce qu'expliquait Christian, c'est que je pense que le titre est très vite arrivé au moment où il a écrit ça, et que c'est en fait tout le concept, je crois même, est parti du titre. Et Jurassic Park, ça Oui, sonne c'est bien, ça. et Mais il se c'est dit, ça. peu importe. Parce que à part le N'importe. brachiosaure et le dilophosaure, non, c'est ceux-là qui Oui, ils sont qui- plus anciens, ouais, ceux-là. Le c'est stégosaure ça. aussi. Stégosaure aussi, mais sinon, oui, c'est du Crétacé. Ouais, de toute façon, bon, Oui, là, oui, on n'est plus là non plus. j'étudie les dinosaures dans Les mon dinosaures temps libre. ont une peau qui va faire plusieurs centimètres d'épaisseur, donc là aussi, les moustiques ne sont pas armés pour passer à travers, normalement. Mais Ouais. c'est pas grave. Suspension d'incrédulité. Ouais, on Voilà, est- suspension d'incrédulité. Et donc, pour revenir à Jurassic Park 3. à Jurassic Park, Qui a même vraiment pas de le film. sous-titres, quoi. Parce que t'as quand même le monde, Jurassic Park 2, le monde perdu. Jurassic Non, Park 3, c'est c'est Jurassic Park le 3. monde perdu, Jurassic Park 2. C'est ça qui est bizarre. Oui, mais c'est avec ça le que je dis. T'as quand même. Ah oui, c'est Oui, pas un sous-titre, tu c'est vois. un premier titre, C'est mais ça. le 3, ils n'ont même pas essayé de rajouter C'est quelque ça, c'est chose. Jurassic C'est Park nous, 3, c'est nous, c'est avec- la même chose. Voilà. c'est Avec ça. le coup de griffe, comme ça pour les Magnifique, trois. avec les 3 griffes. C'est Voilà, très les très trois beau, griffes. ça. Et alors, donc, dans La Jurassic Park 3, fangueule il jusqu'au bout. y a deux antagonistes Ah. par rapport aux. Et justement, là, je commence à moins les considérer comme des animaux. J'arrive encore à. Justement, on parle de suspension d'incrédulité. Pour les raptors, ça va. Mais par contre, il y a une espèce de gros dinosaure. C'est le nouveau T-Rex, en fait. Gros dinosaure à long museau qui tue le T-Rex déjà. Début du film, direct. En 1 seconde 30, le T-Rex est évacué. C'est terminé, vous n'aurez pas. C'était. Vous croyez que vous alliez voir la même chose? Voilà, c'est Eh ça. ben non. Eh bien, en fait, non. Et là. Tapis, on où j'ai- surenchérit. Exactement. Et en fait, là où j'ai des problèmes avec ce film-là, c'est que ce monstre, enfin, il se conduit comme un monstre, il se conduit pas comme un Là, animal. on n'a pas du Là, on tout. est sur du Godzilla, quoi. Il n'y a Bah pas oui. d'explication Et en sur plus, le fait qu'il les poursuit. Ils ne disent à presque pas de moment son nom, je crois.
On n'a pas Le d'informations, spinosaure. mais on Ah n'a oui, pas si, ils le d'in- disent. Oui, c'est le on n'a Si, pas si, d'informations sur son comportement. Là, c'est plus Si, difficile parce de que s'identifier. Est-ce qu'ils ne posent pas la question que le doctorant, ils ne se disent pas non, c'est pas ça, il dit d'autres noms, puis alors Alan Grant dit mais non, c'est un Spinosaurus enfin. Ah, mais Espèce d'idiot. Enfin, Billy. jeune étudiant, jeune padawan. jeune étudiant. Il y a eu toute une théorie sur Internet où on se demandait si justement Billy n'était pas le petit garçon du premier film qui dit mais c'est juste une grosse dinde. Et en fait, ils avaient calculé qu'en termes d'années, c'était pas cohérent, tout ça. possible. Mais là, en termes de famille, on va en avoir deux. Il y a cette famille dysfonctionnelle des parents qui sont en train de divorcer, qui se remettent ensemble, au moins pour trouver leur fils, J'adore ce couple. où il n'y a aucune empathie pour le beau-père. Je sais pas si vous mais Ben, en fait, on retrouve Ah oui. son squelette. Ah oui, ils on sont- pleure oui. 2 secondes et on Non, s'en oui, fout. Non, non, en plus, à un moment, la belle-mère, enfin la mère Oui. va pleurer et elle dit je suis désolée pour Ben. Elle dit Non, mais moi, non, je pense je à m'en mon fous fils. de Ben. C'est vrai que dans ce cas-là, tu dois peut-être penser Oui. plus à ton fils, mais c'était quand même ton Mais mec avec qui tu es parti en énormément vacances de films. et à qui tu as donné la garde De enfin, ton fils. pour faire le truc en parachute, là, je sais pas quoi. Enfin, c'était quand même pas rien. C'était Quoi. quand même- Mais dans énormément de films d'action, quand ils perdent des membres du groupe ou autre, ça passe très très vite. Mais c'est parce qu'on n'a pas le On n'a temps. pas le temps. On n'a pas le temps. Le Mais film ici, d'action, c'est vraiment. particulièrement choquant. Oui, le film d'action, il se caractérise vraiment par une entrée dans l'intimité des personnages et leur objectif seulement dans le premier acte. Une fois qu'il y a l'élément déclencheur, c'est on attache nos ceintures et on y va. Et les corps sont engagés et il n'y a pas vraiment de place vraiment pour l'émotion. Mais par contre, ce que réussit à faire Jurassic Park 1, parce que lorsqu'il y a cette scène, je reviens dans l'hélicoptère, il n'y a pas un mot qui est échangé et on voit Ellie C'est et des Alan regards. qui Ah, se le voient. regard. Là, il y a beaucoup d'émotions. Ça n'empêche pas l'émotion, mais en tout cas, c'est clair qu'avec une constellation compliquée de personnages, où il y a plein de choses à comprendre de leur passif dans Jurassic Park 3, entre cette famille qui est en train de se séparer, le gamin qui a disparu, c'est déjà un enjeu énorme, Alan qui s'est fait kidnapper, qui a des problèmes de thunes pour ses recherches, qui embarque son fils, comment dire, comment on dit, de substitution, Oui. Ouais. qui en plus le trahit parce qu'il joue le jeu des industriels en volant des œufs. En Il lui plus, dit une Ellie chose a fait un atroce. gamin à quelqu'un d'autre. Mais peut-être que tant mieux pour elle, apparemment. Il valait peut-être mieux. Et en plus, il se sépare sur des choses complètement atroces où il lui dit la pire chose qu'il pouvait dire à son Tu fils. vaux pas mieux que Tu vaux les pas gens mieux que les industriels. Oui. C'est quand même chargé au Ouais, niveau ouais. constellation de personnages. Et alors, on expliquait donc effectivement l'un des pivots narratifs par rapport au comportement des raptors, donc qui joue vraiment un antagoniste à part entière dans le film, c'est Mais qu'on vole leurs œufs. On ne les voit pas tant que ça d'ailleurs dans le film. Euh, On sait qu'on leur a volé leurs œufs, mais au final, on est plutôt concentré sur le spinosaure et sur le T-Rex. Oui, c'est Mais vrai. sinon, on voit C'est pas vrai. tellement. Il y a deux grosses ils séquences. ressurgissent à Il y a la deux fin. grosses séquences. Il y a une séquence à peu Oui. près, je crois, on est dans le premier tiers du film, et puis à la toute fin du film, évidemment, Oui. parce que Ouais. cette histoire de construction en imprimante 3D de quelque chose pour On imiter oublie le. un petit peu. Bah, en fait, c'est vraiment une espèce de petit artifice qui revient en fait dans la C'est ça. C'est narration, un et peu magique quand qui est même. un peu Il y a magique et quand qui même un côté sert magique. à. Voilà. Et là, on mélange les deux. C'est l'instinct maternel des carnivores, parental des carnivores, et la communication. Ils mixent les deux dans cette scène de finale avant de rejoindre la plage, quoi. En même C'est temps, ça. pareil, oui, ce sont des monstres, mais on leur a quand même piqué un bébé, donc c'est normal. qu'ils courent Identification, après, hein. empathie, C'est, ça permet c'est ça. l'empathie. Puis alors, on termine sur cette scène un peu rigolote où tu vois toute l'armée débarquer sur la plage. Celle-là, ça j'adore parce que je m'y attends pas dans Eh un ben, on Jurassic s'y Park. attend c'est pas. trop- Voilà une scène extrêmement émotionnelle, je trouve, et où on va traiter vraiment de ce qu'on appelle la relation primordiale du premier film, qui est Ellie et Alan. Je trouve qu'une scène extrêmement émotionnelle, c'est quand il appelle Ellie et qu'il lui dit Sid Sid Bay, Bay. River, et que la Ah fille, ouais. elle n'a pas besoin de plus, elle sait que Elle a tout compris. son ami, puisque ce n'est plus son amoureuse. C'est vrai que c'est un élément du. et je trouve que là, il y a quelque chose de très. Moi, chez moi, ça réveille quelque chose de très émotionnel où tout d'un coup, la combinaison des deux fait que là, à ce moment-là, il y a un énorme enjeu de rattraper le truc. Et quand on se demande qui il va appeler, moi, je n'avais aucun doute, je savais qu'il allait appeler Ellie, qui était la seule qui pouvait le croire, puisque personne ne le croit. On le voit en exposition en acte 1. Ah oui, quand il fait sa conférence. Ah oui, il a l'air ouais. complètement, il est complètement dépassé par le fait que cette modernité de pouvoir aller observer des dinosaures sur le terrain rend son travail complètement obsolète. Et alors, justement, c'est très bien que tu amènes cet élément-là parce que là, on en revient sur un truc sous-jacent des trois films qui est vraiment ce qu'on vous montre en fait. On le dit
stricto sensu dès le premier, Dès le début, c'est pas ouais. des dinosaures. C'est pas des dinosaures, on est sur un super jouet technologique d'un super industriel. Les vrais dinosaures, on les trouve dans la terre et malheureusement on peut pas vraiment les faire revivre. Thématique encore plus présente dans Jurassic World, mais on en parlera plus tard. Ouais. Si vous voulez, dites-nous en commentaire si vous voulez un moment qu'on fasse une émission sur Jurassic World. Oui. Nous, on aimerait bien, parce qu'il y a des choses à en dire aussi. Mais du coup, Valentin, Ça, toi, je tu veux bien. aimerais aller à Jurassic Park? Ah non. Non. C'est vrai. Après, c'est vrai que c'est clairement dit, c'est la porte de sortie aussi par rapport à des critiques scientifiques qu'on pourrait faire sur ce film-là, c'est que ce ne sont pas des dinosaures en fait, c'est une sorte de construction génétique qui va incorporer plein de choses finalement, et donc, eh bien, ça pourrait très bien être vrai. Après, c'est vrai que si on avait, ce serait quand même terriblement intéressant à étudier, donc il n'est pas impossible qu'effectivement on puisse facilement recréer leurs organes de communication pour parler avec eux. Par exemple, c'est tout à fait- une fois que la bestiole existe, le champ des possibles est bien plus large, et donc... Mais si, j'aimerais quand même bien. Ah, voir, ça va. c'est- C'est ça, Mais c'est je trouve Dieu que Je crée suis l'homme. contre éthiquement, Voilà. mais je trouve Ouais. que j'aimerais bien les voir. Mais c'est c'était- très intéressant parce que du coup, on rejoint la thématique de Westworld aussi, où on Exactement. observe des robots qui sont tellement humains qu'ils en acquièrent en fait la mémoire et le processus, etc. Mais qui sont déconsidérés parce que, ce ne sont pas des humains, ce ne sont pas des dinosaures. Mais c'est pas pour ça qu'on pourrait Mais- les traiter de n'importe quelle manière. Il y a cette thématique du freak show aussi, parce que quand Michael Crichton, j'arrive pas à le dire décidément, Dit Crichton comme moi. Crichton, quand Michael écrit Jurassic Park, qu'est-ce qu'il a aussi en tête? Il a aussi l'île Dr Moreau en tête. Cette île de freaks un peu qui sont vraiment utilisés. Après, quand Spielberg réalise Jurassic Park, il donne à John Hammond le look du personnage de Dr Moreau dans l'adaptation de 77. T'as quand même tout un truc aussi sur le freak show, sur qu'est-ce qu'on peut faire. Et sur la création, en fait, jusqu'où est-ce qu'on peut s'arrêter et considérer une créature, est-ce qu'on peut l'exploiter, est-ce qu'on peut la regarder, ou est-ce qu'elle elle n'existe pas pour elle-même et donc mérite en fait toute l'empathie et tout le respect qui se doit. Et ça, c'est quelque chose... Je ne savais pas qu'il avait aussi été à l'origine de Westworld, mais je trouve que c'est d'une cohérence thématique Oui, absolue. oui, Bien hein. sûr. Incroyable. Du coup, j'ai envie de revoir Westworld. Oui. C'est Dieu crée Monde l'homme. Ouest. Dieu crée l'homme. La série ou le Attends. film La série, pardon. Je l'ai en Pardon. plus. Hein. C'est la série. C'est Dieu crée l'homme, Dieu crée les dinosaures, Dieu détruit les dinosaures. Dieu crée l'homme, l'homme détruit Dieu, l'homme crée les dinosaures. La femme, Non, le dinosaure le mange dinosaure l'homme. mange l'homme, la femme hérite de la C'est terre. ça. Ouais. Il semble que c'est ça. C'est vrai qu'il y a cet aspect C'est que... Yann, c'est Malcolm qui dit ça, non? Malcolm dit ça et Ellie ponctue. C'est ça. Ouais. Vas-y, pardon. Pardon, il n'y a pas de problème. Il y a cet aspect que comme ils ont été purement créés par l'être humain, on a une sorte de droit sur ce qu'on pouvait laisser faire ou pas. Ce qu'on a moins quand même avec la nature dans laquelle on vit maintenant. On va essayer parfois de la limiter, mais il y a vraiment cet aspect, je trouve que c'est la création, c'est nous qui l'avons fait, donc on peut en faire ce qu'on veut. C'est à moi, c'est mon jouet. C'est dit littéralement dans le 2. C'est le neveu, donc ça c'est un antagoniste humain pour le coup, donc le neveu de John Hammond qui d'ailleurs finit bouffé par le T-Rex parce qu'il cherche à aller récupérer le petit à des fins mercantiles, il se fait bouffer. C'est comme tu disais, c'est un moment on est rattrapé par nos propres mauvaises intentions en gros. Mais c'est une thématique qui est encore une fois, je reviens avec le bouquin, mais c'est une thématique qui est beaucoup plus présente dans le premier bouquin où c'est vraiment un techno-thriller, comme on appelle ça. Oui, tout à fait. T'as vraiment ce truc où ça suscite le sentiment d'angoisse en abordant des thèmes de science et de nouvelles technologies, où Michael Crichton, dans son livre, Crichton, merci. Il critique vraiment, son bouquin arrive aussi au moment où on a toutes ces percées en génétique. Et c'est à ce moment-là aussi que toutes les arrivées en génétique sont en train de créer, déjà à l'époque, dans les années 90, et ce qui est en train d'arriver maintenant, il y a aussi toute cette question de jusqu'où est-ce qu'on peut faire ça. Tu vois, c'est quand même c'était très, très contemporain, son bouquin et ses idées étaient pile dans les peurs du temps. Finissons quand même sur quelque chose de... Oui, mais c'est ça. Il y a un projet qui s'appelle Chickensaurus. Qui vise à manipuler le génome de poulets pour les faire ressembler à des dinosaures. Et en fait, c'est partiellement possible, parce qu'en fait, on a réussi, en modifiant quelques gènes, à recréer le museau. Parce que les oiseaux, ils n'ont plus de museau, ils ont un bec à la place. Ouais. Donc, à vraiment empêcher que le bec se crée, il va avoir un long museau avec des dents. C'est possible, on peut modifier le génome comme ça, mais les dents n'ont plus d'émail, par exemple. C'est vraiment perdu dans l'évolution, la capacité de minéraliser de l'émail a disparu. Donc, c'est juste le petit cône de l'intérieur d'une dent, un truc un peu brun, Mais dégueulasse comme ça. Bon, ça, on s'est créé. Mais quand on dit quand les poules auront des dents, on est mal barré du coup. Ah ouais, C'était au Crétacé. Oh mon Dieu. Mais t'as toujours ce truc, il y a rien à faire. Je pense que c'est l'humain qui veut ça. Tu te dis, tu ne peux pas le faire. C'est horrible de le faire.
Moi, tu me dis maintenant, on peut créer un dinosaure, t'es quand même excité, tu vois, t'as quand même ce truc où t'as vraiment cette dualité en toi, tu dis mais non, on ne peut pas faire ça, et en même temps, Et c'est vrai que les mammouths, on a le génome des mammouths, on peut en recréer. Mais pourquoi faire, en fait, c'est ça, éthiquement, tu vois, voilà. éthiquement. C'est ça la vraie Qu'est-ce qui question, se pose? c'est la philosophie derrière, parce Exactement. que ce sont des animaux qui ont disparu un petit peu à cause de l'homme, mais pas tant que ça. Le monde n'est plus le même, et donc ils seraient là dans un environnement qui n'est pas leur, avec des plantes qui ne sont plus les mêmes, ils ne mangeraient pas les mêmes fruits, c'est pas les mêmes racines, peut-être que ça va leur donner terriblement mal au ventre en les mangeant, par exemple. Et donc, il y a cet aspect, ça c'est vraiment ma formation de géologue, quoi. C'est que le temps, c'est un vecteur dans un sens. Et revenir en arrière, c'est pas possible. Et des formes qui étaient adaptées au Crétacé seraient bien perdues en étant ici, et nous aussi. Si on était téléportés au Jurassique, Ne serait qu'en termes d'atmosphère, par exemple, je sais pas. ça n'a pas trop changé, mais par exemple, les fruits, il y en a pas, des légumes non plus, il y a pas d'herbe non plus, donc il y a plein de choses on ne saurait pas se nourrir, en fait, tout simplement. Ou alors, faudrait tuer des dinosaures. On ferait des essais-erreurs, on aurait aussi assez mal au ventre en mangeant tel ou tel baie. Déjà, quand tu changes de pays, t'as mal au ventre, alors... Est-ce qu'il n'y a pas une série qui s'appelle Terra Nova, où en fait, il y a un saut dans le temps? Je connais pas. Mais je l'ai pas vu. Moi, je connais J'ai pas vu du une tout. saison où en fait c'est dans un futur vraiment très très chaotique et horrible. On trouve le moyen de revenir justement à la préhistoire, voire même avant, je crois, et où une partie de l'humanité se retrouve catapultée avec un peu de bagage technologique du futur, mais dans une terre totalement vierge. Pleine de dinosaures. Donc on se dit, on va disparaître, alors on va faire chier dans le passé. Allons-y. Je pense que ça s'appelle Terra Nova. Ah, mais écoute, ça m'intéresse, Je je crois. connais pas du tout. Si en commentaire vous voulez me corriger et que ça s'appelle autrement, mais je crois que c'est Terra Nova. Ah, c'est cool. Voilà. Et puis voilà, donc c'est une recommandation. Je sais pas si tu as une recommandation aussi pour ceux qui aiment Jurassic Park ou... Mais de ne pas faire comme moi et de peut-être voir les 2 autres ou les 3 autres. Les 2 Pour Jurassic l'instant, il y en a World, ça peut être 2, très, le très 3 chouette. sort en juin, et j'espère beaucoup Donc de on se retrouve en septembre pour parler de Allez. Jurassic World. Regardez-les, vraiment. Et alors, c'est- en termes de Je dis recom... pas que tout est merveilleux, hein, mais il y a, la suite du propos est intéressante. Je pense que toi, Katia, ça pourra t'intéresser en termes de propos narratifs. Et toi, Valentin, ça pourra t'intéresser sur justement cette création. C'est vraiment sur ce thème, il crée tout. Voilà, c'est- la il y a- manipulation génétique vraiment en plein. En Ok. plein, mais genre ils sont vraiment c'est encore ma bouteille d'eau. Ils sont vraiment à la pointe de la manipulation génétique, quoi, surtout dans le 2. Je confonds toujours tous les titres, mais et là le 3 c'est je vais pas Attends. vous spoiler, le 3 qui va arriver, Ah oui, ok. ça va être vraiment là il y a plus de monde comme on le connaît, quoi. Ça va être incroyable et tous les acteurs reviennent et tout. Et tu as une recommandation alors Regardez Jurassic Park une fois par mois pour votre santé mentale. moi, je dirais que si effectivement ce sont des thématiques qui vous passionnent, allez voir le film original de Michael Crichton, Bien Monde sûr. Ouest, Ouais. ou alors la série. Depuis Je suis sûr que la tellement série est très bien. Le souci, c'est que je l'as ne l'ai pas vue. Non, je ne l'ai pas vue. Mais alors, effectivement, de voir. Saison 1 et 2, la 3, Ah, ça voilà. commence à m'intéresser. C'est Et ça. L'idée du lien thématique, en fait, tout est déjà là. Et si vraiment c'est des thématiques qui vous passionnent, si vous aimiez bien, même le roman à la base, alors n'hésitez pas. Je pense que vous pourriez passer un très bon moment devant Westworld. Moi, je conseille quand même de revoir cette magnifique adaptation du L'île du Docteur Moreau avec Marlon Brando, qui est une catastrophe visuelle, mais que j'aime d'amour. Mais le livre, Le livre est vraiment incroyable. très effrayant. C'est le très- livre est mais très... Le film de Oppressant. 77 était plus effrayant finalement. Celui avec Marlon Mhm. Brando, il est drôle, mais c'est un genre de mix entre la planète des singes et l'île fantastique. Enfin, c'est magnifique. Le livre, j'en ai fait des cauchemars. je Oh, crois. tu m'étonnes. Mais vraiment, moi j'en ai appris plein aujourd'hui, autant au Ouais, niveau merci à vous narratif, deux. dramaturgique que scientifique. Merci beaucoup. Avec plaisir. C'était un plaisir encore une fois. On espère que ça aura plu à tout le monde. À bientôt pour la suite. Ah oui, à bientôt. Au revoir. Salut. Au revoir. C'était le Popcorn Club. Merci de nous avoir écoutés. Merci à Equinox FM de nous prêter leurs super locaux. Cet épisode est à réécouter entre autres sur Apple Podcast, Google Podcast, Spotify et Radio Rectangle. Vincent, t'oublieras pas de racheter du popcorn?